Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau Top 10 de festival. Car oui, il y a environ 2 semaines s'arrêtait la 41e édition du BIF dont je vous ai déjà parlé 2-3 fois sur la chaîne. Si vous êtes abonné depuis longtemps, vous connaissez. Et si jamais vous ne l'êtes pas, il serait peut-être temps de s'y mettre. Comme chaque année, j'y ai découvert plusieurs dizaines de films terrifiants, hyper bizarres ou super fun, et comme chaque année, je vais vous en faire un petit top 10, histoire de vous partager un petit peu toutes les belles découvertes que j'y ai fait. Et vu qu'on parle de festival, j'en profite pour vous annoncer que j'organise mon propre festival avec et au Club de l'Étoile à Paris du 12 au 14 mai prochain, la semaine prochaine en fait, cinéma interdit. Bon, en comparaison avec le BIF, c'est un tout petit événement, forcément, mais pour moi, c'est gigantesque et j'espère vous y voir très nombreux. Vous trouverez en description le lien pour la billetterie et la programmation, ainsi que pour une vidéo explicative qui vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin. J'espère vous y voir. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour le top 10 de cette 41e édition du BIF, et croyez-moi, il ne fut pas très facile à faire, vu les choix qu'il y avait. Bref, c'est parti. Evil Eye, ou Mal de Oro, est un film d'horreur mexicain réalisé par Isaac Esban, qui était d'ailleurs membre du jury international au BIF cette année. Il nous raconte l'histoire d'une jeune fille dont la petite sœur est très malade. Leurs parents, impuissants, décident de revenir sur la terre de la famille de la maman, adeptes de pratiques moins conventionnelles et modernes que la médecine habituelle, dans l'espoir de provoquer un miracle. Et forcément, c'est tout le contraire qui va arriver. Nous sommes en présence d'une histoire de sorcière aux allures de conte macabre qui m'a beaucoup plu au niveau de son atmosphère et de sa direction artistique. Esthétiquement, c'est très propre, aussi bien en termes de photographie qu'au niveau de certains designs, car nous avons droit à des créatures plutôt convaincantes. Et j'ajouterai un énorme point au film pour sa musique, elle aussi très aboutie et qui contribue à renforcer sa fameuse ambiance. L'intrigue, bien que déjà vue, remplit son taf de conte horrifique et elle est parfaitement portée par sa jeune actrice principale, bluffante dans son interprétation. Petit bémol cependant, même si l'ambiance vaut le détour, le film ne parvient jamais à décoller en termes d'angoisse, la faute à quelques ficelles un peu trop faciles telles que des jumpscares éculés ou des retournements de situation réchauffés. Il reste également probablement un petit peu trop sage à tous les niveaux, à mon grand désarroi. Malgré ses évidentes qualités, Evil Eye me laisse une sensation de trop peu. N'empêche, il reste à voir. Mad Catz de Reiki Tsuno est une comédie absurde japonaise, comme seul le pays du soleil levant sait les faire. Son concept est simple et est suffisamment évocateur. Taka, un jeune bon à rien, doit venir à la rescousse de son grand frère retenu captif par un groupe de femmes chats qui en veulent à l'herbe à chat légendaire et interdite qu'il a trouvée lors d'un voyage en Égypte. Cette herbe à chat rend notre gang de vilaines sauvages et agressifs et Taka va devoir apprendre à se battre pour sauver son grand frère. Malheureusement, il est très maladroit et pas toujours très malin. Ce qui va évidemment donner lieu à quelques situations très cocasses. Vous l'aurez compris, Mad Catz propose un humour qui n'hésite pas à être bien débile et sera donc clivant dès le départ. Pour ma part, ça a plutôt bien fonctionné, même si le début du film m'a désarçonné dans un premier temps. Une fois embarqué dans le délire, j'ai pu en profiter à 200%. Bien sûr, un tel concept permet aussi de fermer les yeux sur les limites budgétaires évidentes d'un tel projet, et notamment sur des décors très pauvres ou quelques effets pas terribles, transformés en blagues pour l'occasion. Mais surtout, Mad Catz reste une vraie pépite d'inventivité, avec pas mal de mouvements de caméra ou de plans audacieux, de dialogues hilarants, des gags visuels bien pensés et même une ou deux chorégraphies de combat très bien exécutées, même si la plupart des scènes d'action restent médiocres. Puis, le casting est plutôt convaincant, pas forcément au niveau du jeu, difficile à jauger, mais dans la prestance et leur façon très manga d'assumer leur rôle délirant. Parfait pour un tel long métrage. Mad Catz est une vraie bonne surprise comme seul le BIF sait en proposer, et je suis très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui, car Dieu seul sait quand est-ce que je pourrai le revoir. Voici maintenant l'un des gros morceaux attendus au BIF, Soft and Quiet des Bêtes de Araujo. Sorte de thriller bien méchant réalisé sous la forme d'un grand faux plan séquence en temps réel, il nous fait suivre un groupe de femmes dignes et bien propres sur elles, mais aux idées pour le moins condamnables, puisqu'elles sont, tout simplement, extrêmement racistes. Tout le principe du film repose donc sur le fait de suivre ces demoiselles pas forcément très sympathiques, ainsi que leurs interactions, tout d'abord entre elles, à refaire le monde, selon leurs idéaux nauséabonds, puis avec deux autres personnes d'origine étrangère. Et bien sûr, tout cela va déraper de façon catastrophique. Alors que les événements vont progressivement prendre une tournure effroyable, la tension va monter crescendo, gérée d'une main de maître d'un bout à l'autre du film. En soi, c'est avant tout un high concept, et le problème de ce genre de film, c'est que parfois il ne tient pas sur la durée. Eh bien, Soft and Quiet n'a pas ce genre de souci.
Comme dit juste avant, le métrage arrive à être suffisamment varié dans ses idées et les scènes qu'il propose pour ne pas s'essouffler, et est également aidé par sa gestion impeccable du rythme. Aussi, l'écriture tient la route, malgré un exercice périlleux à la base, qui aurait pu très vite tomber dans la caricature ridicule. Finalement, Soft and Quiet, au-delà de son discours qui pointe du doigt le danger que représentent certaines idées, est un véritable roller coaster qui vous tient en haleine tout du long. Un petit tour de force. Changement d'ambiance radical avec Life for Sale, film d'action taïwanais qui nous fait suivre un jeune homme dépressif, obsédé par le suicide et les multiples façons de se donner la mort. Seulement voilà, il tombera un jour sur le fameux livre de Mishima qui lui fera prendre conscience de la valeur de sa vie. Quitte à vouloir mourir, autant vendre sa vie au plus offrant. Ça tombe sous le sens. Commencera alors un mortel chassé-croisé entre plusieurs gangsters désireux de se payer sa vie et de l'utiliser pour servir leurs desseins et les propres souhaits de notre héros, si on peut vraiment l'appeler comme ça, désireux de protéger les gens qu'il aime. Je suis bien conscient que, décrit comme ça, il est difficile de se faire une idée de Life for Sale. Et c'est vrai, c'est un film assez compliqué à résumer. C'est sa plus grande qualité, sa folie. Sorte de mélange entre Pulp Fiction et de Big Lebowski version taïwanaise, avec des dialogues bien écrits, des scènes délirantes, mais aussi des fulgurances niveau action et même du gore inattendu, Life for Sale part dans tous les sens et parvient même à nous faire oublier que nous suivons un personnage qui, à la base, se fiche bien de ce qui peut lui arriver. Life for Sale arrive à nous rappeler la valeur de la vie en passant d'une émotion à une autre, et même s'il n'a pas toujours les moyens de son ambition, même s'il a parfois du mal à gérer ses références et les régurgite de temps en temps un petit peu trop, il en résulte un film atypique, plein d'énergie et qui fourmille de bonnes idées. Typiquement le genre de truc agréable à découvrir au sein de l'ambiance folle du bif, et on apprécie d'autant plus. Bon, j'ai parlé d'Evil Dead Rise dernièrement sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps dessus, mais c'était très clairement une excellente séance pour le bif, grâce à un public survolté et en communion avec les folies scabreuses des héritiers de Sam Raimi. Bien sûr, Evil Dead Rise est imparfait, et c'est personnellement celui que j'aime le moins de toute la saga. Mais quel morceau de méchanceté, de sadisme et de crasse, surtout pour une production horrifique hollywoodienne. Bref, c'était un moment purement bif, et rien que pour ça, je me souviendrai pendant longtemps de ce Evil Dead Rise, qui a ses qualités cinématographiques, bien sûr, mais pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo, j'ai d'autres films à vous présenter ici, et tellement peu de temps. On enchaîne du coup. Nouveau changement radical d'ambiance, et c'est rien de le dire puisqu'il s'agit du dernier Makoto Shinkai, Suzume, qui était le film d'ouverture au bif cette année et qui était également en compétition internationale. Et même si je suis toujours dubitatif quant au fait d'ouvrir le bif avec ce genre de film, rien à dire, c'est du lourd. Nous y suivons une jeune fille nommée Suzume qui ouvre malencontreusement une porte qui donne sur un autre monde et libère ainsi un ver géant qui cause des séismes catastrophiques. S'en suivra un voyage fantastique à travers tout le Japon, durant lequel Suzume essaiera de refermer toutes les portes de ce genre, tout en voulant aider Sota, un jeune homme dont le métier est de verrouiller ses portails, à retrouver son corps. Car oui, celui-ci est désormais enfermé dans une chaise pour enfants, à cause d'un dieu facétieux. Gros challenge que de le résumer celui-là. Ou alors, c'est juste moi qui suis nul et ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Suzume est une petite pépite, hyper bien animée, très beau visuellement, avec tout ce qu'il faut d'épique ou d'émouvant, même si, sur ce dernier point, je trouve tout de même que le film en fait des caisses, surtout dans son final, un poil cliché à mes yeux, et nous offre des scènes d'action bien rythmées ainsi que quelques chouettes blagues. Mais surtout, Suzume nous permet de visiter le Japon en passant d'une région à une autre sous le prisme des séismes, ces catastrophes, ces moments tragiques qui, en quelque sorte, rassemblent bien malgré eux. Et font complètement partie de l'histoire du pays, accessoirement. Bref, il y aurait encore pas mal de choses à dire sur Suzume, donc je me contenterai de dire que c'est un très chouette petit film, mignon tout plein, et qui fera office de touche de douceur au sein de ce top 10 furieux. On part sur quelque chose de plus musclé. The Roundup, film d'action coréen réalisé par Sang Yong-lee, qui fait suite au film The Outlaw et met en scène la superstar coréenne Ma Dong-seok, qui a en plus taffé sur le scénario. Autant vous le dire tout de suite, je suis fan de Ma Dong-seok. J'étais donc déjà en partie conquis. Nous y suivons l'inspecteur Ma, toujours aussi musclé dans ses interventions, qui se rend au Vietnam pour extrader un détenu. Avant de se retrouver mêlé à une affaire beaucoup plus grave et à poursuivre un criminel qui arnaque et assassine les touristes coréens à l'étranger. The Roundup est un film d'action complètement over the top, dans le bon sens du terme. Il est hyper fun, manie les notes d'humour à la perfection, sans que celle-ci ne dédramatise les enjeux sérieux du métrage. Puis, Ma Dong-seok porte le film sur ses larges épaules, et c'est très bien. Un héros charismatique, drôle et attachant, et ce, même s'il joue toujours le même personnage. Ça fonctionne, toujours aussi bien.
Puis on ressent tellement bien l'impact de chaque coup, à chaque droite qu'il donne, les corps volent, les bruitages sont tonitruants, la force de Ma ne fait aucun doute et on n'a pas trop envie de faire le malin avec lui, ni même encore avec les criminels qu'il affronte qui ont tous d'authentiques têtes de crapules, alors que leurs comédiens ont en fait des têtes d'anges. Bref, The Roundup c'est ultra fun, j'ai adoré. A nouveau, on bifurque totalement pour un film dont il sera difficile de parler en seulement quelques minutes. Infinity Pool, nouveau film de science-fiction de Brandon Cronenberg, fils de David, qui revient avec une proposition au moins aussi forte que ses précédentes œuvres. James et sa copine M sont en vacances sur l'île de la Tolka et tout se déroule bien jusqu'à ce qu'ils aient un accident et percutent mortellement un habitant de l'île après une soirée bien arrosée. À partir de là, tout s'enchaînera, et James se retrouvera mêlé à un groupe de riches touristes occidentaux, adeptes du tourisme hédoniste, prêts à payer cher pour torturer, tuer, humilier, etc. James se retrouve alors confronté à son vrai lui. Qui est-il réellement? Est-il cet écrivain sophistiqué, amoureux, poli, ou cet amateur de violence prétentieux et haineux? Infinity Pool a beau être un métrage difficile à saisir, notamment au niveau de son intrigue, parfois confuse et abstraite, ça reste un tour de force. Il nous emmène de force dans un univers unique en son genre, et le voyage n'est pas forcément toujours très agréable. Déjà parce qu'il nous fait assister à certaines scènes assez dures, mais aussi parce qu'il nous met face à nous-mêmes. Comme James, nous sommes amenés à nous demander qui nous sommes, et ce qui fait notre identité, notre personnalité, voire même notre humanité. Et bien sûr, comme toujours avec Brandon Cronenberg, esthétiquement, c'est aussi beau qu'impressionnant, avec quelques idées visuelles hyper marquantes. Bref, Infinity Pool, c'est très solide. Retour en Corée du Sud pour Project Wolfenting de Hong Sun Kim, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et auquel je consacrerai certainement une vidéo entière un jour, puisque j'ai pu rencontrer et interviewer son réalisateur au pif. Patience. Du coup, je ne vais pas vraiment m'étendre dessus non plus. Juste, j'adhère à 100% à son spectacle gore et brutal et à ses personnages les plus sadiques et méchants, que j'adore, autant que cet univers de criminels, que ce soit les gangsters ou les autorités. Même si je n'aime pas du tout sa dernière demi-heure et que je suis conscient des limites du métrage, en particulier son côté hyper répétitif, son manque d'enjeu et sa mise en scène souvent très plan-plan, la faute à un environnement de tournage difficile vu qu'une grande partie se déroule dans un bateau, reste que c'est un monument de sauvagerie hyper impressionnant et jouissif à voir en salle. Surtout dans l'ambiance du bif. Et voici, selon moi et le jury international du festival qui lui a donné le Golden Raven, la sensation de ce bif version 2023. Elle nous vient d'Australie, premier long métrage de Danny et Michael Philippou, et se nomme Talk to Me, un authentique film d'épouvante qui a fait fermer leur bouche à tous les spectateurs pourtant très bavards du festival, et c'est déjà un exploit en soi. Nous y suivons un groupe d'adolescents qui organisent des séances de spiritisme grâce à une main coupée qui leur permet de rencontrer les morts. Forcément, ça tourne mal et il devient difficile de faire confiance à ce que nous voyons. Les esprits s'amusent-ils à nous jouer des tours? Talk to Me est un train fantôme, comme on en fait peu ces dernières années dans le cinéma d'horreur hyper prenant et efficace, qui nous embarque dans un long cauchemar aux nombreuses excellentes idées. Rien que le principe de ces séances de spiritisme, très souvent vues et revues au cinéma, qui sont ici complètement revisitées, fait plaisir à voir et capte immédiatement notre attention. Même la partie la plus faible du film, commune aux œuvres du genre, qui est celle de l'enquête, parvient ici à nous maintenir en haleine car Talk to Me parvient à déjouer nos attentes et à jouer avec notre connaissance du genre. Restent des personnages intéressants, bien écrits et nuancés, une ambiance qui fout les jetons, des morts pas beaux à voir, et même un petit passage dans un enfer cinématographiquement terrifiant. Que l'on ne voit malheureusement que quelques secondes, ce qu'on ne peut que regretter, mais permet de renforcer son aura. Notre imagination comble avec efficacité ce que le film décide intelligemment de ne pas nous montrer. Bref, Talk to Me est un film d'épouvante solide qui s'éloigne des américaneries que nous avons l'habitude de voir en salle, tout en partant d'une formule pourtant éculée à la base. Bien joué. Et voilà pour le top 10 de ce qui était, ma foi, une très belle 41e édition. Encore une fois, merci à toute l'équipe du BIF. Et j'espère vous y voir, vous tous, pour l'année prochaine, qui sait. En attendant, on se voit peut-être la semaine prochaine à Paris pour Cinéma Interdit. Encore une fois, vous trouverez tous les liens en description. Ou alors, tout simplement, pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.